BX1 +. Toujours plus d'actu. Voilà, c'est la page culturelle qui s'ouvre maintenant. Et on va vous parler de littérature, on va vous parler d'un roman, on va vous parler de la vie des entreprises, de finances, de la quête d'un paradis fiscal et de violence aussi, parce que c'est un roman policier, un thriller, comme on dit. Bonjour Baudouin de Mol. Bonjour. Merci d'être notre invité. Ça s'appelle Mirage froid, c'est votre troisième roman. Je dis, c'est la quête d'un paradis fiscal. C'est un peu ça l'argument principal. On brosse le portrait d'un chef d'entreprise. C'est un Français, il vient du centre-ouest de la France. Et il va découvrir Bruxelles parce qu'il pense que c'est un paradis fiscal. Et ce paradis, ça va être son enfer. J'ai bien résumé ? Vous avez bien résumé, oui. Ouais. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre ? Vous fréquentez des exilés fiscaux ici à Bruxelles ? Parce que vous êtes bruxellois, ou presque bruxellois. Vous êtes de Rode-Saint-Genèse. Forcément, on en fréquente tous. Mais essentiellement, l'idée m'est venue d'un ami qui avait monté il y a 10-15 ans une société, sa boîte, sa start-up, d'aide aux soins à domicile. Il avait beaucoup investi, beaucoup développé des systèmes informatiques. Et malheureusement, il est arrivé 5-10 ans trop tôt. Et tous ces investissements, il les a fait un peu pour rien. Donc j'ai beaucoup d'admiration pour ce gars parce qu'il paye encore son entrepreneur, son esprit d'entrepreneuriat aujourd'hui. Et je voulais faire un espèce d'hommage à tous ces jeunes entrepreneurs qui lancent leur société et pour qui j'ai beaucoup de sympathie parce qu'ils créent quand même beaucoup d'emplois, beaucoup de nouvelles idées. Je suis passionné par tout ce qui s'invente. Je voyais encore récemment un petit reportage sur une société wallonne qui, elle, avait mis au point un nouveau drone extrêmement sophistiqué. Ouais. J'étais assez impressionné qu'on puisse faire ça chez nous, quoi. Ouais. Alors, mais c'est malgré tout votre entrepreneur, il s'appelle Frédéric Estin. Je pense que c'est d'ailleurs le même patronyme que vous utilisez dans chaque roman pour vos héros. Donc il revient, c'est le troisième roman et c'est la troisième fois qu'on parle de Frédéric Estin. Il n'est pas du tout dans les nouvelles technologies ou dans quelque chose d'innovant. Lui, il fabrique du double vitrage, des fenêtres. Il est installé, si je ne me trompe pas, c'est Sully-sur-Loire. Donc on n'est pas très loin d'Orléans, on est dans cette région-là. Même s'il est ingénieur de formation, il n'a pas eu l'idée du siècle. Par contre, il a une petite entreprise qui marche pas trop mal. Et qu'est-ce qui fait qu'un jour il se dit je vais la revendre, mais je vais pas la vendre en payant tous les impôts au fisc français, je vais essayer de passer par la Belgique. Oui, parce qu'à force de faire face à des tas de difficultés, n'est-ce pas, aussi bien administratives que sociales, que de fourniture, que la conjoncture, n'est-ce pas, il frôle franchement le burn-out. Et son épouse lui dit, toi, fais attention parce que tu es en train de frôler le burn-out. Peut-être qu'il faut penser à autre chose. Et il commence à caresser l'idée de tout quitter et de vendre sa société pour commencer autre chose, mais plus à l'aise. Et quand on voit les conseillers fiscaux, ils lui font des simulations, ils lui disent, non, vous n'allez pas gagner ce que vous espérez de la vente de vos entreprises. C'est ça qui s'est passé. Exactement. Ouais. Alors là, c'est à peu près presque le premier tiers du bouquin, et c'est ça qui est très intéressant, c'est que vous décrivez quand même très très bien ce qui peut se passer dans la tête d'un chef d'entreprise, avec toutes les difficultés. Il en cumule beaucoup, il a un syndicaliste qui n'est pas des plus faciles, il y a des petits pépins qui se passent dans son entreprise, et en plus vous situez l'action en 2008, c'est-à-dire on est en pleine crise financière après l'affaire Lehman Brothers. C'est si dur que ça d'être chef d'entreprise ? Oui. Et c'est ça que vous avez envie de décrire finalement ? Oui, exactement. Je pense que c'est pas facile du tout. Il faut tous les matins se lever, assurer du travail pour les 28 salariés qu'il a, assurer les entrées de commandes, assurer le bas du compte d'exploitation, motiver les gens. C'est franchement sans repos. Et vous êtes 24 heures sur 24. Ouais. Il travaille jusqu'à minuit régulièrement, votre héros. C'est quelque chose que vous observez dans la réalité. J'imagine que ce que vous décrivez, ça ressemble à un milieu que vous fréquentez, que vous avez fréquenté ? C'est exact, oui. J'ai fréquenté pas mal de PME et j'ai trouvé ça passionnant d'écouter les gens, d'avoir des conversations avec eux, leurs euphories, leurs déceptions, etc. Mais c'est vraiment passionnant. Ouais. Alors, il quitte Sully-sur-Loire, notre Frédéric Estin, et il jette son dévolu sur Bruxelles. Alors, vous expliquez, Monaco, là, il n'avait pas tout à fait les moyens. La Suisse, c'était impayable. Bruxelles, c'est le paradis fiscal, mais un petit peu le paradis fiscal bas de gamme, quoi. Donc, c'est là que
un chef d'entreprise français moyen peut espérer pouvoir s'établir. C'est quoi les premiers pas de Frédéric Estin à Bruxelles? Qu'est-ce qu'il frappe, qu'est-ce qu'il aime et qu'est-ce qui fait qu'il décide de s'installer dans cette ville-là? Dans Mirage Froid, donc, vous y allez un peu fort avec le bas de gamme pour Bruxelles, c'est quand même pas mal coté, mais bon. Passons. Et ce qui le séduit quand il vient en Belgique, c'est d'abord l'environnement de Bruxelles. Il y retrouve un peu la forêt de Soignes qui lui rappelle les forêts de Sologne, mais il y retrouve aussi surtout des logements qu'il estimait beaucoup plus élevés. Et donc, il se voit bien s'installer dans la banlieue bruxelloise. Ça, c'est ce que découvrent beaucoup de Français quand ils arrivent à Bruxelles. Ils regardent le prix de l'immobilier, mais ils se disent, mais c'est pas les prix de Paris, quoi. Non, certainement pas, non. D'accord. Ouais. Et donc, il voit son épouse lui dit, écoutez, notre fils a déjà une femme, mais il va bientôt peut-être y avoir un bébé. Et donc, il faut prévoir des chambres pour les enfants aussi. Pas de problème, à Bruxelles, on peut trouver ça. Ouais. Alors, c'est un thriller quand même, hein, parce que donc on dit il vient s'installer, donc on explique, il vient s'installer en Belgique parce que comme ça il va revendre son entreprise en ne payant pas autant de cotisations fiscales que s'il avait été en France, donc il s'installe en Belgique, il revend son entreprise. Qu'est-ce qui se passe après? Ça dérape. Mais ça dérape parce que, en fait, dans les tractations avec l'acheteur commence à chicaner sur certaines clauses du contrat, alors que lui, qui est quelqu'un d'extrêmement précis et même un peu trop, je dirais, il a tout vérifié 10 fois. Mais il se trouve face à des mauvaises foi assez importantes de la part de son acheteur. Ouais, vous dites de mauvaise foi, vous êtes gentil. Oui. Ouais. Très gentil même. C'est un peu de la criminalité en col blanc que vous décrivez. Exactement, mais c'est ce que je voulais décrire. Ouais. Et ça, c'est beaucoup plus fréquent qu'on le croit parce que on voit ça dans les vies quotidiennes. Vous n'avez qu'à voir, par exemple, toutes les précautions que doivent prendre les garagistes pour s'assurer que quand ils réparent la voiture d'un client, que les clients ne viennent pas lui dire « mais je ne vous ai pas demandé ça ». Donc la nécessité d'avoir un devis précis et accepté par les deux parties. Ça va quand même très très mal tourner. Et puis il va cumuler les ennuis. Notre héros, il va être victime d'un homejacking. Il va se retrouver devant les tribunaux. Puis voilà, c'est un thriller. Je signale tout de suite, ça se termine pas bien. Malgré tout, moi, il y a quelque chose qui me surprend, c'est vous en prenez aussi à la magistrature, aux avocats, et vous décrivez des avocats qui soit sont pas au rendez-vous, soit des experts qui font faux bond, soit même des magistrats qui sont un peu dans la collusion avec ces criminels en col blanc. C'est si noir que ça, le monde des affaires et de la justice de l'entreprise? Écoutez, oui, c'est un monde difficile et vous n'avez qu'à voir les dessins humoristiques de Kroll notamment, mais aussi les discours notamment de l'ancien président de la Cassation qui mettait les autorités en garde. Nom d'un petit bonhomme, disait-il, il faut une réforme. Et c'est pareil avec toutes les institutions, c'est comme votre santé, c'est comme votre maison. Et il faut régulièrement prendre du recul. Et dans Mirage Froid, j'ai voulu prendre un peu de recul avec mes amis avocats, etc., et réfléchir qu'est-ce qu'il faut. Il y a d'ailleurs des magistrats qui sonnent l'alerte, n'est-ce pas? Vous en connaissez une, j'ai vu, Madame Kadeli, qui a sorti aussi un présidente livre, de l'association syndicale des magistrats. Voilà, qui a écrit un livre qui s'appelle « La radicalisation de la justice ». Toute institution a besoin d'être remise en cause de temps en temps. Ouais. Et c'est ce que je voulais souligner dans mon livre. Et c'est vrai que, j'ai brossé le décati plutôt que ce qui fonctionne. Voilà. Ouais. Alors, on est dans la criminalité en col blanc. Bon, la fin du roman, on passe, c'est de la criminalité pure et dure. Hein. Il y a une connexion entre les deux. Ceux qui sont pas honnêtes en affaires sont pas honnêtes tout court. On peut tirer ça comme conclusion? Je pense, oui. Sincèrement, oui. Ouais. Je pense qu'une fois qu'on met le doigt dans l'engrenage de la criminalité, c'est bien connu, s'il n'y a pas une sanction, c'est Chirac qui disait, n'est-ce pas, les extrémismes sont toujours les résultats de l'absence de sanctions. S'il n'y a pas de sanctions, ça va de mal en pis. On connaît ça avec nos enfants. Si on leur dit « tape pas sur les doigts, attention, t'as pas le droit de faire ça », ils recommencent 2 fois plus. Ouais. À l'exception de Frédéric Estin,
presque tous les personnages de ce roman, enfin beaucoup de personnages de ce roman en tout cas, ont aussi une part d'ombre. Et donc par exemple la femme de Frédéric Estaing, qui a priori est quelqu'un de tout à fait honnête, on se rend compte qu'elle va être inquiétée parce que dans son entreprise elle a couvert un petit dysfonctionnement. Je voudrais que vous m'expliquiez, on va parler de langue un petit peu un instant, une expression, j'essaie de la retrouver, c'est parfumer le chien. Parfumer le chien. Ouais. Ça veut dire quoi, parfumer le chien? Parce que c'était le titre de votre premier roman. De mon premier roman. Ouais. En fait, Parfumer le chien remonte à une vingtaine d'années. Il y avait eu, avec l'ancien RPR de l'époque... Donc là, on est en France. C'est le parti gaulliste à l'époque. Des dessous de table. Et on avait notamment... à l'époque, traduit en justice un jeune entrepreneur qui racontait qu'il voulait donc construire, je ne sais plus ce que c'était, une école ou un bâtiment public, et qu'on lui avait fait comprendre qu'il devait parfumer le chien. Et le jeune entrepreneur ne comprenait pas toujours tout de suite ce que ça voulait dire, mais on lui a fait comprendre et on lui a dit, vous arrivez avec votre voiture devant notre bâtiment et vous nous passerez l'enveloppe par... Voilà, c'est un dessous de table. En réalité, un dessous de table ou une manière de décrocher un marché avec un petit bonus qui n'apparaît évidemment pas dans la comptabilité. Mais donc, Madame parfume le chien, on se rend compte que l'ami d'enfance sur lequel on comptait beaucoup et qu'on croyait tout à fait honnête, il a quand même peut-être pas un meurtre, mais en tout cas un mort sur la conscience. C'est très noir finalement l'ambiance que vous décrivez. Oui, en fait, Madame ne parfume un peu le chien, je dirais. À son insu. Presque malgré elle. Et je le souligne, je pense que c'est Camus qui disait on n'est pas responsable d'avoir commencé la guerre, on est responsable de l'avoir continuée. Et c'est un peu ce qu'elle a fait, elle. J'explique, elle est trésorière dans une grande entreprise et elle voit passer des enveloppes et elle ne stoppe pas le passage de ces enveloppes. C'est ça qu'on pourrait lui reprocher et que la justice va lui reprocher de votre roman. Exactement, oui. Et donc j'ai voulu mettre en contraste d'une part son manque de civisme presque dans Mirage froid, et c'est du manque de civisme de sa part, comparé à la vraie criminalité. Et puis la manière dont elle est poursuivie et dont l'acheteur criminel à laquelle il échappe, lui. Donc il n'y a pas beaucoup de morale. On va dire ça. Il n'y a pas beaucoup de morale dans ce monde-là. Il y a aussi des descriptions de fêtes somptueuses où les invités arrivent en maillot de bain. Il y a plein de moments savoureux. Mais c'est quand même très noir à la fin. Ça s'appelle. Oui, c'est quand même très noir à la fin. Ça donne pas envie de rentrer dans le monde des affaires. Je vous le dis franchement. Ça s'appelle Mirage froid. C'est le 3e roman de Baudouin de Mol. Ça sort maintenant. Ça sort maintenant. Voilà. Et donc ça se trouve dans les bonnes librairies. Je cherche la maison d'édition, mais c'est Librinova. Voilà, Librinova. Merci beaucoup, Baudouin de Mol. Le prochain, vous m'avez dit que j'ai mis 5 ans à écrire celui-là. Le prochain, il est déjà en cours. Mais on peut peut-être prendre rendez-vous pour dans 5 ans. Alors, ce sera encore dans le monde de la finance et de l'entreprise? Si j'ai des vagues idées, mais il faudra que je peaufine parce que ça demande quand même beaucoup de travail. Voilà, Mirage froid sort maintenant, c'est en librairie. Merci Baudouin de Mol d'être passé parmi nous.